L'archétype du guerrier est sans doute l'un des plus familiers, on le retrouve partout, dans les films d'action, les romans de fantasy, les jeux vidéo. C'est une figure qui nous parle immédiatement, instinctivement. Mais cet archétype, en réalité, est bien plus ancien que nos histoires modernes. Dans la plupart des mythes indo-européens, il occupe une place très précise. Comme l'a montré le philologue Georges Dumézil, classiquement, les sociétés traditionnelles s'organisaient autour de trois grandes fonctions: la fécondité, le sacré et la guerre. Le guerrier occupe donc une place de première importance dans cette organisation tripartite. C'est lui qui est en charge de l'action, du conflit et de la confrontation au réel. Et par cette confrontation, il permet au système d'évoluer et de se transformer. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à observer cette évolution, à constater l'écart entre ce que le héros était au départ et ce qu'il devient à travers ce cheminement qui correspond au processus d'individuation. Et c'est précisément cette notion que on va tenter d'explorer dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, pour bien comprendre ce que représente vraiment l'archétype du guerrier, il faut commencer par aller au-delà de l'image stéréotypée du combattant. Le premier écueil à éviter consiste à ne pas réduire l'archétype du guerrier à des expressions uniquement masculines. Comme nous l'avons expliqué dans la vidéo sur les archétypes, dans la perspective de Carl Gustav Jung, les archétypes ne sont pas des rôles sociaux, ce sont des structures universelles, des modes de fonctionnement et des modèles comportementaux profondément humains. Le guerrier n'est donc pas l'apanage des hommes, il appartient à l'expérience humaine au sens le plus large du terme. C'est une énergie, une posture intérieure qu'on retrouve tout autant dans la féminité. Et d'ailleurs, les mythes en témoignent très clairement. On pense par exemple dans la mythologie grecque aux Amazones ou à Artémis, figure indépendante, chasseresse, entièrement tournée vers l'action. Autrement dit, le guerrier dépasse complètement les questions de genre. C'est simplement une manière d'être face au monde, une façon d'entrer en confrontation avec le réel. Car au cœur de cet archétype du guerrier, il y a une notion centrale, celle de l'agentivité. Autrement dit, la capacité d'agir. Le guerrier, c'est avant tout celui qui ne reste pas immobile, c'est une force qui met en mouvement, qui pousse à faire, à décider, à s'engager. Et cette capacité d'agir, elle est directement liée à la confrontation. Alors la confrontation, pas forcément physique, bien que ça puisse être le cas. Confronter, ça peut aussi simplement vouloir dire argumenter, défendre une idée lors d'une réunion par exemple, ou bien faire face à une situation qu'on voudrait éviter, comme un coup de téléphone que l'on repousse depuis longtemps par exemple. C'est passer de la défense à la contre-attaque, c'est faire face à la peur. Le guerrier, c'est celui qui affronte les obstacles, qui cherche systématiquement à s'engager pour les dépasser. Et c'est précisément ce mouvement qui permet la transformation, l'évolution vers l'amélioration des systèmes. Concrètement, c'est ce qui nous pousse à nous lever le matin quand tout en nous résiste, à faire ce que l'on est censé devoir faire même quand c'est inconfortable. On retrouve ça aussi dans le cadre thérapeutique. Face à une phobie, par exemple, la guérison passe toujours par la confrontation. Mettre un pied dans l'ascenseur, puis deux, puis trois, progressivement jusqu'à vaincre sa peur quand on est claustrophobe, par exemple. C'est une confrontation graduelle, mais une confrontation quand même, et ça demande du courage, le courage de résister, de s'opposer, de faire face. Et cette énergie, cette vitalité, elle est toujours orientée vers un but. Car le guerrier agit systématiquement en fonction d'un objectif. Et sans objectif, cette énergie s'effondre, et c'est là que peut apparaître le vide, la perte de sens, voire même la dépression. D'ailleurs, quand quelqu'un tombe en dépression, la première chose à rétablir pour guérir, c'est la définition puis l'accomplissement d'objectifs, des petits objectifs bien souvent pour commencer, mais qui, en les accomplissant, reconnectent avec cette force, cette énergie vitale, ce sentiment d'achèvement qui redonne du sens et qui sert de moteur à l'existence.
Alors qui dit confrontation dit aussi forcément une forme de force, une intensité et donc une part d'agressivité. Contrairement aux idées reçues, l'agressivité n'est pas à rejeter, mais bien plutôt à intégrer, car elle a une utilité, une fonction éthique. L'agressivité en soi n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de ce que l'on en fait. Elle peut détruire ou protéger, dominer ou défendre, mais surtout il n'y a pas de véritable moralité sans conscience de cette part d'agressivité qui sommeille en nous, sans reconnaissance de cette capacité à faire usage de la force et sans le choix conscient de ne pas l'exercer. Et c'est là que l'archétype du guerrier prend toute sa profondeur. Parce que le vrai guerrier n'est pas celui qui frappe, c'est celui qui pourrait frapper, mais qui se retient. Celui qui porte la violence sans en être esclave. On retrouve cette image dans la figure du chevalier. L'épée est là, toujours présente dans le fourreau, mais elle n'a pas forcément besoin d'être sortie. Parce que la force se manifeste autrement, dans la posture, dans la présence, dans une forme de charisme. Une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer par la violence, parce qu'elle est déjà reconnue. De la même manière, la violence qui découle de l'agressivité n'est pas toujours synonyme de destruction pure. Dans l'archétype du guerrier, la violence intégrée peut être nécessaire, mais pas forcément destructrice, dans un sens totalement négatif. Au contraire, elle pose les conditions pour la prospérité future. Parce que toute destruction, même brutale, crée un espace où la nouveauté peut émerger, un espace pour le renouveau. Et ce mouvement n'est jamais gratuit, il est orienté, conscient, chargé de sens. Et c'est cette intégration de la violence et non sa répression aveugle qui permet de se transformer soi-même et également le monde autour de soi. Derrière cette violence se cache également une caractéristique essentielle qui est au cœur du motif du guerrier, c'est la conscience de la mort. Cette conscience rend chaque action significative, chaque geste, chaque choix, chaque confrontation avec la vie doit porter du sens. Parce que la mort est certaine et c'est cette certitude qui transforme la manière de vivre du guerrier. Elle aiguise la perception, intensifie les expériences, rend chaque moment plus vivant, chargé d'adrénaline. L'archétype du guerrier nous montre que la relation consciente au danger et à la finitude génère la vitalité et la présence. C'est cette conscience de la mort inévitable qui nous pousse à sortir de l'inertie, à relever des défis, à s'engager pleinement dans la vie. Ainsi, intégrer cette conscience de la mort dans son comportement quotidien, c'est vivre avec intensité, avec une attention accrue à ce qui compte vraiment, à ce qui est véritablement important pour nous. Alors bien sûr, pour agir et se confronter au réel, il convient de se préparer et de s'entraîner. L'archétype du guerrier sert donc également de modèle pour exprimer la maîtrise et la discipline. Le comportement fondamental du guerrier, c'est le développement par l'entraînement et l'apprentissage constant. C'est répéter, échouer, recommencer jusqu'à progresser. Historiquement, des figures comme celle des samouraïs illustrent parfaitement cette discipline qui passe par la maîtrise d'une arme, d'un style de combat et de manière plus générale par la perfection d'une compétence quelconque. Mais la discipline ne se réduit pas à la technique, elle émane surtout d'un état d'esprit, un état d'esprit combatif, mu par des vertus cardinales, le courage, la loyauté, la persévérance, cette idée de ne jamais lâcher, même face à l'adversité. Parallèlement à la conscience de la mort, on retrouve donc également chez le guerrier la conscience des vertus de l'échec, qui sera toujours plus fréquent que la réussite, et qui fait partie intégrante du processus d'amélioration des systèmes. Et plus l'ascension est élevée, plus les risques d'échec sont grands, mais plus les récompenses sont importantes aussi. L'archétype du guerrier nous enseigne donc que la valeur se trouve dans la progression en elle-même, dans l'apprentissage, dans l'amélioration continue. Comme on l'a dit, cette transformation passe par la discipline et aussi souvent la maîtrise d'une technique.
C'est la raison pour laquelle l'archétype du guerrier fonctionne en binôme avec l'archétype du magicien. Le guerrier s'empare de ce que le magicien crée, il utilise, maîtrise et transforme les outils créés par le magicien pour agir sur le chaos, pour ordonner ce qui est désordonné. Dans ce couple archétypal entre le guerrier et le magicien, la solution pour améliorer le système n'est jamais le fruit d'un seul acteur. Le magicien fabrique l'arme et le guerrier la manie avec précision, courage et discipline pour produire le changement nécessaire. Et dans ce couple, le guerrier est le principe actif. Il ne subit pas le monde, il agit dessus, il transforme étape par étape ce qui semblait immobile ou incontrôlable. Cette caractéristique du guerrier fait donc écho à cette capacité proprement humaine à utiliser des outils pour intervenir, à faire advenir le changement en usant correctement des moyens techniques à disposition. Et c'est grâce à ces outils que le guerrier, en tant qu'archétype, devient un catalyseur du changement. Alors ce changement, cette transformation survient pour le bénéfice du guerrier, mais profite aussi aux autres, à l'entourage du héros, et son impact s'étend en général au bénéfice de la communauté tout entière. Bien souvent, l'action du guerrier s'inscrit dans une quête qui le dépasse. On parle alors souvent de figure de héros civilisateurs. C'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux mythes, avec des personnages comme Hercule qui, à travers ses épreuves, ne se transforme pas seulement lui-même, mais participe aussi à l'agencement du monde. Car le guerrier, en tant qu'archétype, n'agit pas uniquement pour lui-même, il s'attache à une cause, quelque chose de plus grand, un désir de justice et d'équité, un idéal, une vision, un bien commun, et cela implique une chose essentielle, la capacité à se détacher de son propre ego, à faire des choix et à s'y tenir, parce qu'au fond, ce qui définit le guerrier, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, mais la direction qu'il choisit. Entre le chaos et l'ordre, entre le bien et le mal, et c'est cette orientation qui donne un sens à l'action, qui transforme l'effort en engagement et la discipline en vocation. On retrouve cette dynamique dans des récits modernes comme Le Seigneur des Anneaux, où le modèle du guerrier n'est pas seulement celui du grand héros, mais celui du soldat. L'individu quelconque, le héros du quotidien, exposé à la peur, au danger, à la mort, et qui pourtant avance pour une cause qui le dépasse. Des figures comme Sam Gamgee incarnent parfaitement cette dimension du guerrier, avec un supplément d'âme, un courage simple, presque ordinaire, mais porté par quelque chose de plus grand que soi. Et c'est peut-être là l'expression la plus profonde de l'archétype du guerrier. Non pas la domination, mais le courage de servir, une force orientée non pas vers soi, mais vers le monde. Alors bien sûr, cette même énergie, cette agentivité qui permet de transformer, de construire, peut aussi se déréguler et s'exprimer de manière négative. C'est la figure de l'anti-héros qui condense donc la part d'ombre du guerrier, car un archétype n'est jamais uniquement lumineux. Comme l'a montré Carl Jung, chaque structure psychique porte en elle une polarité, et donc une possibilité de dérive. La première de ces dérives qui caractérise l'anti-héros, c'est le repli sur soi. Là où le guerrier, dans une forme équilibrée, agit pour quelque chose de plus grand que lui, l'anti-héros, lui, agit uniquement pour lui-même. Son monde se réduit à son propre intérêt, à des instincts bas, à une forme d'égotisme rudimentaire. Il n'y a plus de cause, plus de bien commun, plus de transcendance, seulement la domination ou la satisfaction personnelle. Si on reprend l'exemple du Seigneur des Anneaux, c'est cette dynamique foncièrement égoïste qu'on retrouve chez les orques. Des êtres entièrement tournés vers eux-mêmes, privés de véritable individualité, mais aussi de toute élévation. Ils combattent mais sans aucun sens, ils agissent mais sans direction, et c'est là toute la différence. Sans quelque chose de plus grand pour orienter l'action, l'énergie du guerrier ne disparaît pas, elle est corrompue par le mal.
Dans ces cas-là, l'agressivité ne s'éteint pas non plus, bien au contraire, elle se détourne vers une cible erronée. L'agressivité du guerrier, au lieu d'être dirigée vers ce qui doit être affronté, se déplace. Elle se retourne contre les plus faibles que soi, contre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Elle devient oppression, abus de pouvoir, domination gratuite, et parfois l'agressivité ne trouve aucun exutoire extérieur, alors elle se retourne vers l'intérieur, contre soi-même, et c'est là qu'elle devient encore plus insidieuse, addiction, comportement destructeur, masochisme, etc. Comme si l'énergie du guerrier, incapable de s'exprimer correctement, finissait par attaquer son propre porteur. Une violence silencieuse mais profondément corrosive, parce qu'au fond, une force qui n'est pas maîtrisée ne disparaît jamais, elle change simplement de direction. Cette violence désorientée ne surgit pas de nulle part, elle a souvent une origine traumatique. Dans de nombreux cas, l'expression dérégulée de la violence est le résultat d'une blessure profonde, une expérience qui n'a pas pu être intégrée, ni comprise, ni sublimée. Et lorsque cette violence n'est pas assimilée par la psyché, elle ne disparaît pas, elle circule, elle se transmet, elle se rejoue. Ce qui a été subi et reproduit sur quelqu'un d'autre. C'est ainsi que se met en place une véritable matrice de la violence, un cycle qui s'auto-entretient et qui implique l'éternité du mal qui ne peut jamais être totalement éradiqué. La victime d'hier peut devenir l'agresseur de demain, non pas par choix conscient, mais parce que l'énergie n'a jamais été transformée. Elle est restée brute, intacte, et elle cherche à s'exprimer, et c'est là que l'anti-héros, dans son ombre, peut basculer vers quelque chose de plus sombre encore, la cruauté, une violence qui ne cherche plus à défendre ni à transformer, mais à briser, à détruire, à anéantir. Cette cruauté, elle prend principalement deux formes. La première, c'est une cruauté froide, détachée, sans émotion, sans empathie, une violence mécanique. Ici, il n'y a pas de colère, pas de débordement, simplement une absence totale de considération pour l'autre. C'est ce que la psychologie contemporaine associe à ce qu'on appelle la triade noire, un ensemble de traits de personnalité marqués par le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Trois dynamiques qui, combinées, produisent une relation au monde dominée par la manipulation, l'absence d'empathie et une instrumentalisation totale des autres et une forme de sadisme, donc une certaine jouissance de faire du mal, une violence sans motivation, utilisée sciemment dans le but de provoquer le chaos, une violence pour la violence. Et puis il existe une autre forme de cruauté, plus humaine mais tout aussi dangereuse, une cruauté chargée d'émotions. Ici il y a encore de l'empathie mais elle est submergée. Submergée par la peur, par la colère, par une accumulation de tensions psychiques qui n'ont jamais été exprimées. Et à un moment, tout relâche, brusquement la violence explose, pas comme un calcul, mais comme une décharge, une perte de contrôle. Le modèle classique de cette violence, c'est l'ire d'Achille, qui, en apprenant la mort de son ami Patrocle, est mu par un accès de colère qui pousse le héros à tout dévaster sur son passage. Cette agressivité dérégulée chez l'anti-héros, elle s'accompagne aussi bien souvent d'une forme de mépris, le mépris de la faiblesse, le mépris des émotions, le mépris de la sensibilité. Tout ce qui confère une forme d'humanité devient rejeté, dévalorisé, écrasé. Ce mépris de la faiblesse, bien sûr, n'est pas une force, loin de là. Au contraire, c'est plutôt une projection. Le rejet de la faiblesse chez l'autre cache souvent une incapacité à reconnaître sa propre vulnérabilité. Derrière le mépris du faible se cache une insécurité intérieure, refusée, niée. Dans ce cas, le guerrier, dans son ombre, se coupe d'une partie essentielle de lui-même. Il ne tolère plus l'émotion, il ne supporte plus la fragilité, et en rejetant cela, il perd aussi son équilibre, parce que la véritable maîtrise ne consiste pas à éliminer la faiblesse,
mais à l'intégrer, à la reconnaître sans s'y soumettre. Et c'est précisément ce que l'ombre du guerrier refuse, l'acceptation de la nécessité de la fragilité. À l'inverse, cette fragilité peut aussi se retrouver surexprimée et donner naissance à une autre part d'ombre du guerrier. Non plus l'excès de force, mais son effondrement total. C'est ce qui correspond à la figure du pleutre, du lâche, du faible. Ici, ce n'est plus la violence qui déborde, c'est l'agentivité, donc la capacité d'agir, qui disparaît. Le faible est dans l'impossibilité de faire face aux obstacles. Il choisit toujours la facilité, ce qui est en deçà de son potentiel. Il se trouve toujours des excuses pour rester devant la PlayStation, pour procrastiner. Il recherche constamment des stratégies alternatives pour ne pas affronter le réel. Il reste dans l'inertie et son comportement se caractérise par une absence de volonté de changer. Et là encore, on retrouve souvent la même origine, le traumatisme, une expérience trop intense, trop douloureuse, qui n'a pas pu être intégrée. Mais au lieu de se transformer en réaction, donc en confrontation, elle fige, elle paralyse, elle enferme l'individu dans une attention excessive portée au passé, aux échecs, aux blessures. Une forme de rumination constante qui finit par construire une véritable imagerie intérieure de l'impotence. Comme si ces événements traumatiques passés continuaient d'exister et définissaient entièrement ce qui est possible ou non. Et peu à peu, l'image du héros se déforme, elle se transforme en son opposé, une figure qui ne se perçoit plus comme capable d'agir, mais comme fondamentalement impuissante. Les expériences passées ont fragilisé l'estime de soi, c'est-à-dire la manière dont un individu se perçoit lui-même. Et lorsque l'estime de soi est absente ou fragile, l'agentivité disparaît. L'individu ne se perçoit plus comme un acteur, mais comme un spectateur de sa propre vie. Et dans cet état, même les opportunités deviennent invisibles, même les possibilités d'évolution semblent hors d'atteinte. Parce qu'au fond, l'action ne commence jamais vraiment dans le monde extérieur, elle commence d'abord dans la tête, dans la perception que l'on a de soi et dans la confiance envers notre capacité à agir. Et ça se traduit de manière comportementale par une forme de systématisation de l'échec qui empêche le dépassement et l'évolution. Parce que face à l'échec, il y a deux types de réponses, soit une réponse inhibitive, soit une réponse stimulante. La réponse inhibitive, c'est rester figé, c'est s'identifier à l'échec et dans une sorte de cercle vicieux, répéter inlassablement le même scénario qui se solde toujours systématiquement par un nouvel échec. Car comme le disait Einstein, la folie, c'est répéter la même expérience en espérant des résultats différents. Autrement dit, dans cette posture inhibitive face à l'échec, il n'y a aucune forme d'ajustement entre les différentes tentatives. À aucun moment, les paramètres sont réajustés pour éviter précisément un nouvel échec. Et donc à l'inverse, l'autre réponse face à l'échec, la réponse positive, est une forme de stimulation par l'échec. Observer l'erreur, la comprendre et en tirer une leçon. L'échec devient alors une information, un retour du réel. Il nous oblige à développer une conscience plus objective de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Une conscience de nos faiblesses, mais aussi de nos forces. L'échec permet de savoir ce sur quoi on peut réellement s'appuyer et ce qui doit être travaillé. Et c'est à partir de là que quelque chose change. Parce que plus on entraîne ce que l'on sait faire, plus on développe ses capacités, plus l'estime de soi se reconstruit. Mais cela suppose d'accepter une réalité essentielle, l'échec est inévitable. C'est une donnée fondamentale de l'existence, mais la conscience de cet état de fait est difficile à accepter, parce que bien qu'il soit un précurseur nécessaire, socialement l'échec n'est pas valorisé ni médiatisé.
On montre uniquement des images de réussite, de victoire, d'accomplissement, mais on ne voit presque jamais les centaines, les milliers de tentatives qui précèdent la réussite. Et pourtant, ce sont ces tentatives infructueuses qui constituent les véritables fondations du succès. Derrière chaque victoire, il y a d'abord un nombre incalculable d'échecs, plus ou moins difficiles à accueillir. C'est pourquoi la discipline, la constance, la ténacité ne sont pas des options. Encore une fois, elles sont des qualités essentielles du comportement guerrier. Elles sont nécessaires parce que l'échec n'est pas l'opposé de la réussite, il en est le compagnon, et pour accepter cette vérité, il convient d'adopter la bonne attitude, celle qui consiste à persévérer, à apprendre de ses erreurs, à ajuster, à affiner sans cesse, pour in fine mieux se révéler. Mais pour apprendre de l'échec, encore faut-il ne pas s'y perdre. Car cette capacité à réfléchir sur soi, à analyser ses expériences, peut elle aussi devenir excessive. Et c'est là qu'apparaît une autre dérive de l'ombre du guerrier, celle de l'hyper-réflexivité, qui vient souvent caractériser l'archétype du faible. L'être humain possède cette faculté unique, celle de simuler des expériences intérieurement, d'anticiper, de revivre, d'analyser. Et cette capacité d'introspection, en soi, n'est pas mauvaise, bien sûr, au contraire, elle est plutôt précieuse, mais chez le pleutre, chez le lâche, le faible, elle devient envahissante. L'énergie ne se dirige plus vers l'action, elle se replie vers l'intellectualisation. Tout est réfléchi, analysé, anticipé jusqu'à l'immobilisation. Une forme d'hyper-réflexivité où l'on s'appesantit sur les expériences passées, où l'on rejoue les échecs encore et encore, où l'action est remplacée par une surinterprétation permanente. Et dans ce mouvement circulaire, la pensée tourne en rond et quelque chose se perd, à savoir le lien au monde et aux autres. Parce que là où le véritable héros est toujours en interface avec l'extérieur et possède toujours un sens de la communauté, une orientation vers le monde, le pleutre comme l'anti-héros, quant à eux, restent enfermés sur eux-mêmes. Là où l'anti-héros se tourne vers lui-même dans une forme de mégalomanie, de narcissisme, le pleutre, lui, se tourne vers lui-même dans une forme d'autodépréciation, d'autodétestation. Deux extrêmes opposés en apparence, mais qui sont en réalité les deux revers de la même médaille. Car quand on rapproche deux extrémités d'un segment, on obtient un cercle, et on comprend que rien n'est plus proche d'un extrême que l'autre extrême. Que ce soit l'anti-héros ou le pleutre, que ce soit du narcissisme exacerbé ou de l'autodépréciation, dans les deux cas, la racine du problème reste la même, la fixation sur soi. Lorsque la réflexion sur soi devient excessive, elle ne conduit pas à la lucidité éprouvée par le guerrier. Au contraire, elle tend à déformer, à nier ou à idéaliser, à créer un écart entre ce que l'on est réellement et l'image que l'on entretient de soi. Alors bien sûr, nous avons tous naturellement tendance à mettre en avant nos forces, à valoriser ce qui nous donne de la valeur, parce que cela renforce l'estime de soi, et à l'inverse, à éviter, à ignorer ce qui pourrait la fragiliser. Mais ce déséquilibre peut devenir problématique, surtout lorsqu'une personne surinvestit un seul domaine de sa vie. Dans ce cas, la personne peut finir par s'identifier entièrement à un seul aspect de l'existence. C'est une forme d'orgueil, d'hubris, de démesure. Dans ce cas, il existe bien une compétence réelle, mais elle est survalorisée et surtout, elle est utilisée comme un masque, comme une compensation. On le voit par exemple dans certains comportements ostentatoires de la personnalité histrionique, le besoin de montrer, de prouver, de se mettre en avant, d'être le centre de l'attention. Alors même que normalement la véritable compétence n'a pas besoin de s'exhiber, elle s'impose d'elle-même tout simplement. Dans ces cas-là dérégulés, au contraire, ce qui semble être en apparence une force
est en réalité juste une tentative de dissimulation. Une manière de cacher une faiblesse non reconnue, une part de soi qui bloque et qui pousse à surcompenser. De l'extérieur, ces personnes peuvent paraître impressionnantes, mais intérieurement, elles restent très fragiles, car dépendantes. Dépendantes de cette image, de ce besoin de validation constant, du regard des autres, de ce besoin de prouver leur valeur. Et le mécanisme peut exister dans de nombreux domaines, le corps et l'athlétisme, la performance au travail ou même l'intellect, où toute la valeur personnelle finit par être réduite à une seule capacité. Peu importe le domaine, cette focalisation sur une seule dimension de l'être trahit, en définitive, une difficulté à faire face et à accepter ses propres limites. Et de manière assez logique, cet évitement des limites s'accompagne souvent aussi chez le faible par une mise à distance, voire un rejet total de l'agressivité. Ce qui est problématique, car au sens psychologique, l'agressivité n'est pas mauvaise en soi, elle constitue une énergie nécessaire à l'affirmation de soi. Elle permet de poser des limites, de dire non, et au fond de se respecter soi-même. À l'inverse, la gentillesse est souvent érigée en vertu absolue, mais elle peut facilement glisser vers une forme de naïveté dangereuse. Trop bon, trop con, comme le dit le dicton, une absence totale d'agressivité transforme donc l'individu en proie, à la merci de l'agressivité des autres, en particulier celle des personnes malveillantes. Et donc, c'est un contresens total que de croire que l'inoffensivité est une preuve de moralité ou de vertu. D'un point de vue comportemental, une agressivité saine est nécessaire, car elle permet de reconnaître sa capacité à se défendre, à exister pleinement, sans pour autant basculer dans la violence. Le guerrier, justement, lui, est conscient de sa part d'agressivité, de la violence qu'il pourrait utiliser, mais qu'il décide de ne pas utiliser par choix. Le héros exerce son libre arbitre. Par sa volonté, il choisit de s'éloigner de l'ombre et d'aller vers la lumière. Car l'archétype du guerrier est un processus, un chemin de transformation, une individuation, un passage progressif de l'inconscience à la conscience, de la division à l'intégration. Car le véritable enjeu n'est pas de supprimer l'ombre, mais de la reconnaître, de l'intégrer, et cette intégration, elle n'est possible qu'à une condition, avoir rencontré sa propre obscurité, avoir fait face à sa part d'ombre. C'est la raison pour laquelle, dans de nombreux récits, le héros est confronté à la tentation du mal, à sa propre violence, à la transgression. Comme dans Harry Potter, par exemple, où le protagoniste porte en lui une part de son antagoniste Voldemort. Cette proximité avec l'ombre n'est pas un accident, c'est une étape nécessaire, car pour agir dans le monde, il faut, d'une certaine manière, accepter de devenir dangereux. Développer une forme de puissance, une capacité à s'imposer, à briser parfois des règles absurdes. Mais cette puissance doit rester maîtrisée, c'est l'image du monstre contrôlé, donc une compétence réelle qui implique une forme de dangerosité, non pas pour dominer, mais pour ne pas être dominé, car l'alternative, c'est la faiblesse naïve, celle qui expose à l'abus, au ressentiment, à la soumission. La vie implique la confrontation avec les autres, mais aussi avec le mal, et refuser de voir cette réalité, c'est s'y exposer sans défense. Parce que la capacité à faire du mal, et c'est bien le problème, existe en chacun d'entre nous. Comme l'a montré le procès d'Eichmann, le mal absolu n'a pas forcément besoin d'un monstre sanguinaire pour émerger. Parfois, il suffit juste d'un homme, normal, carriériste, obéissant aux ordres et à la hiérarchie. Hannah Arendt étudie ce cas et parle de la banalité du mal, le mal qui existe partout, au quotidien, et se cache de manière insidieuse derrière la routine ou la conformité, en plein cœur donc des structures sociales. Le guerrier intégré n'ignore pas cette donnée fondamentale,
Il est conscient de l'omniprésence du mal qui ne peut jamais être complètement éradiqué. Et c'est précisément pour cette raison qu'il choisit de canaliser cette force, de la maîtriser, de l'orienter correctement vers quelque chose de plus grand que lui. Et c'est ce choix conscient d'agir et de chercher à faire le bien qui définit, au fond, le véritable guerrier.